Bonjour Irina, participants qui sont très engagés. Super. Si vous voulez, on va faire un petit mot d'introduction. Donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. À ce webinaire qui s'appelle L'arbre urbain face au dérèglement climatique. Donc on va vous parler de problématiques que peuvent rencontrer les collectivités. Donc que ce soit au niveau des arbres, au niveau des services arbres, de la nature en ville ou des services espaces verts. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes des collectivités en fait qui s'étaient inscrites à ce webinaire. On a aussi des personnes de maîtrise d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage. Donc on voit que c'est vraiment un intérêt pour vous tous. On a eu beaucoup d'inscriptions et aussi des personnes qui ne pouvaient pas assister mais qui nous ont demandé déjà de leur envoyer un replay. Donc, ça fait plaisir de voir que ça bouge hein, au niveau des collectivités euh, et au niveau des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage. Donc, c'est vraiment une problématique dont vous vous saisissez tous. Donc, pour vous parler un peu du déroulé de ces interventions, on va avoir trois thématiques qui seront abordées. Et entre chaque thématique, on prendra un temps pour des questions. Donc, si vous voulez les poser, vous pouvez les poser donc, dans la conversation. Et on prendra un temps pour les lire, donc peut-être pas toutes. Donc si on n'a pas le temps de toutes les voir, euh, on prendra un temps à la fin en fait pour ceux qui veulent rester et on échangera avec eux. Et si jamais on couvre pas tout non plus toutes les questions, ben on vous répondra par mail ou si vous pouvez pas rester, on vous fera des réponses par mail. J'ai également mis dans la conversation alors un lien pour un sondage, mais je pense qu'il est tout en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le remettre au fur et à mesure des échanges. Donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est juste quelques questions. Je crois qu'il y a 4 ou 5 questions sur vos intérêts, sur les outils que vous utilisez, sur les thématiques euh, qui vous intéressent pour qu'on puisse après vous proposer du contenu qui est vraiment ciblé. Et pourquoi pas vous proposer d'autres temps de webinaire ou d'autres temps de rendez-vous ensemble pour aborder tous les sujets qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, on va attendre encore quelques minutes. Je ne sais pas, Manon, si tu vois, s'il y a encore des gens qui arrivent. Il y a encore des gens qui arrivent, mais je pense qu'on va pouvoir commencer. Olivia, On peut... Oui. Tu m'entends? Oui, bonjour Guy. Bonjour. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas reçu le lien sur le chat LinkedIn. Oui, alors moi j'ai répondu parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits en fait ce matin et je pense qu'ils n'ont pas reçu l'email. Alors j'ai envoyé des liens à plusieurs personnes. Je vais juste regarder très rapidement si d'autres personnes attendent le lien. Normalement, le lien avait été partagé, a été partagé quelques minutes avant le webinaire. D'accord, donc oui, donc il y a des gens qui vont peut-être arriver là d'ici quelques minutes. Je ne sais pas si c'est possible, mais n'hésite pas peut-être à publier le lien sur LinkedIn sur l'événement. Oui, je vais le mettre, oui. Ah, en effet, il y a une conversation. Ok, très bien. Quelqu'un a partagé le lien, super. J'ai en effet quelques demandes. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour pouvoir envoyer le lien. Et ensuite, on va commencer.
Moi, je pense que c'est bon. Enfin, de mon côté, j'ai pas eu d'autres demandes, donc je pense qu'on va être bon pour. Eh ben, c'est parti alors. Alors, juste, on me dit qu'il y a besoin d'une autorisation pour le formulaire. Alors, normalement, non. Je verrai ça tout à l'heure. Je vous le remettrai quand les intervenants feront leur présentation. Comme ça, j'autoriserai du coup le sondage à tout le monde. Et je vous remettrai le lien, comme ça, vous pourrez regarder à ce moment-là, si ça vous va. Ok, donc on peut commencer? Tout le monde est prêt? Donc, je vais commencer peut-être par vous présenter les différents intervenants de ce webinaire. Donc, on a aujourd'hui une invitée d'honneur, Fanny Pradier, donc, qui est la responsable du patrimoine arboré de la ville d'Alès. Et en fait, Fanny va nous donner son témoignage. Elle va nous expliquer tout ce à quoi une collectivité peut être confrontée en matière de gestion de patrimoine arboré, tous les challenges qu'ils peuvent rencontrer et notamment à cause des dérèglements climatiques. Donc voilà, quels sont les nouveaux challenges auxquels vous devez faire face. On a Manon Frédou qui fait partie de Natural Solutions et qui est chargée du projet Ecoteca. Donc Ecoteca qui est un service d'inventaire et de gestion du patrimoine arboré. On a aussi Marc Gély de la société AG Irrig. Donc Marc Gély est docteur spécialisé en relations hydriques et irrigation de précision. Et en fait, Marc collabore avec Green Citizen, donc, que je représente aujourd'hui, sur des déploiements de nos solutions d'arrosage intelligent et sur nos solutions de sécurisation de reprise racinaire des arbres urbains, où il apporte son expertise. Et donc, moi-même, Livia Misaël, donc, je fais partie de l'entreprise Green Citizen, qui est une société qui développe des solutions connectées de pilotage du réseau pluvial et des espaces verts. Donc, on va aborder maintenant les différents sujets de ce webinaire. Donc, on va avoir différents points comme la durabilité, la gestion de l'arbre urbain, sa place, son rôle dans la ville. Donc, on sait aujourd'hui, on connaît tous les services écosystémiques que rendent les arbres et aussi les infrastructures vertes. Donc, ce sont des atouts dont il faut se servir, donc des atouts de santé, des atouts de confort thermique urbain. Ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, ça permet de capturer du CO2 et de rendre aussi les villes perméables aux eaux pluviales. Et on voit d'ailleurs depuis plusieurs années l'émergence de villes vertes et de villes durables. Donc on a vraiment des enjeux très forts au sein des collectivités sur la végétalisation des villes. On voit aussi beaucoup de projets de plantation d'arbres. Donc c'est des fois des projets de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'arbres souvent au niveau des régions. Mais ça nous fait poser des questions aussi sur la plantation d'un arbre en milieu urbain. Donc, c'est des environnements qui sont pollués, qui sont bétonnés. Donc, c'est vraiment à l'opposé en fait de l'environnement naturel d'un arbre. Donc, on se pose des questions sur sa capacité d'adaptation, sur sa reprise racinaire, sur la qualité de son développement racinaire aussi. Et donc, il faut s'interroger sur les risques pour les arbres en période de sécheresse ou en période de chaleur. Donc, en fait, on va répondre un petit peu aux questions comment un arbre fait pour s'adapter en milieu urbain, comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler son enracinement, comment est-ce qu'on peut emmener un sujet vers une autonomie hydrique, mais aussi, en fait, comment est-ce qu'on peut intervenir sur des jeunes sujets ou sur des sujets plus matures. Et en bref, comment est-ce qu'on peut gérer son patrimoine arboré à l'ère du 2.0. On va vous montrer des outils que vous ne connaissez pas forcément, que les collectivités ne connaissent pas forcément. Donc, c'est le moment de prendre le virage numérique. Et en fait, on se rend compte que les collectivités en sont totalement capables et qu'on développe justement des outils très simples à prendre en main pour leur permettre d'être plus performants. Donc, pour commencer, on va écouter Fanny Pradier de la ville d'Alès. Donc, Fanny, sur cette partie, va nous expliquer les problématiques que son service peut rencontrer pour gérer son patrimoine arboré. Et ensuite, Manon Frédou qui va intervenir dans un deuxième temps pour présenter des outils existants et performants qui peuvent aider les collectivités à inventorier leurs arbres. Et j'en profite pour dire que si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser dans le chat
Et à la fin des interventions, on prendra un temps et Fanny et Manon pourront répondre à vos interrogations. Donc Fanny, je te laisse la parole et si tu as besoin, je peux passer tes slides. Très bien, merci Livia. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis la responsable du nouveau service patrimoine arboré de la ville d'Alès. Donc c'est un tout nouveau service qui a été créé par la ville en janvier 2020. Suite du coup à une première étude qui a duré 1 an sur les problématiques que rencontrait l'ancien service gestionnaire sur l'anticipation en fait des chutes d'arbres et de branches qu'on rencontrait très régulièrement sur la ville. Et à la suite de cette étude, on s'est aperçu que la plus grosse problématique qu'on avait, c'était le fait qu'on ne connaissait pas assez notre patrimoine. Donc, on ne connaissait pas le nombre exact d'arbres qu'on avait sous notre gestion. On ne connaissait pas non plus quelles interventions avaient été faites au cours des années précédentes sur tous les arbres. Et pareil pour les expertises, on n'avait aucun historique là-dessus. Donc, du coup, on a créé le service en janvier 2020 avec du coup une petite équipe en interne pour garder une autonomie en cas d'urgence quand on a des chutes de branches et d'arbres avec des systèmes d'astreinte. Et après, on a aussi donc, une qualité de soins pour chaque arbre. Donc, un peu plus, on passe un peu plus de temps pour diagnostiquer chaque arbre. On n'est pas dans la rentabilité d'élagage ou de taille. Et ensuite, du coup, à la création de ce service, en fait, j'avais besoin d'un outil pour nous aider dans la gestion parce qu'on est quand même une toute petite équipe dans ce service pour une estimation de 8000 arbres sur la ville. Donc, du coup, on avait vraiment besoin d'un outil de gestion pour nous faciliter la tâche et nous faire gagner du temps. C'est pour ça qu'on a du coup collaboré avec Natural Solutions, donc avec Manon Frédou, pour trouver un logiciel. Donc déjà, dans un premier temps, qui nous permettrait de recenser notre patrimoine, donc identifier chaque arbre et géolocaliser sur une carte tous nos arbres, tous nos sujets pour avoir une meilleure connaissance de notre patrimoine. Et ensuite, du coup, avoir une aide à la gestion des interventions, donc pouvoir avoir un listing de toutes les interventions qu'on a à faire pour chaque individu. Et après, avoir le listing des besoins pour la conduite de chantier et faciliter après notre planification des interventions. Et à la fin, le but ultime de cette application, c'est aussi d'avoir un historique donc de chaque intervention que nous faisons sur chaque individu et aussi des diagnostics sanitaires et mécaniques pour avoir vraiment un suivi total de notre patrimoine. Donc après, je suis allée un petit peu vite dans la présentation, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout dire. On a beaucoup de problématiques sur la ville, mais voilà, le plus gros de notre problématique, c'était celui-là, avoir vraiment une connaissance de notre patrimoine pour mieux le gérer. Donc, je vais laisser du coup la parole à Manon Frédou, qui va mieux vous expliquer le logiciel qu'on est en train de construire ensemble. Alors, je prends la main et du coup, Livia, je vais prendre la main sur le partage d'écran aussi. Hop. Normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon. C'est bon. Allez, et ben c'est parti du coup. Donc moi je me présente, c'est Manon Frédou, je suis ingénieure paysagiste et donc je travaille chez Natural Solutions qui est une entreprise d'informatique spécialisée dans l'environnement. Et donc je vais vous présenter ce fameux projet Ecoteka, ce programme Ecoteka qu'on est en train de co-construire avec la ville d'Alès, mais pas que. Donc, avant de m'attarder sur Ecoteka, je voulais juste dire un petit mot sur Natural Solutions et donc sur nos valeurs. Donc, nous, notre enjeu, c'est de mettre le meilleur de la technologie au service de la biodiversité et surtout des acteurs et des actrices de la biodiversité. Pour ça, on essaye de co-construire l'innovation avec les personnes qui sont sur le terrain et nos futurs utilisateurs et utilisatrices.
On travaille aussi sur l'ouverture de la donnée. Donc, nos projets sont open source et le programme Ecoteka dont je vais vous parler est open source, c'est-à-dire que le code est disponible sur les différentes plateformes. Donc, on est sur GitHub et sur GitLab pour ceux qui connaissent. Et un dernier point qui est important pour nous, c'est la participation citoyenne. On espère que tout le monde va se saisir de ce sujet de nature en ville et va devenir acteur ou actrice de cette nature en ville et du fait de connaître et de prendre soin des arbres de nos villes. Donc vite fait, je vais vous présenter comment Ecoteka va pouvoir accompagner votre quotidien dès aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, parce que ce programme, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Donc on a une première version qui commence à se stabiliser grâce au travail qu'on fait avec Fanny et d'autres personnes. Mais il y a d'autres choses qui arriveront aussi plus tard dont je vais vous parler un petit peu. Et donc ensuite, je vous inviterai, si vous avez envie, à rejoindre cette communauté qu'on est en train de créer autour de ce programme. Donc, Ecoteka a été pensé autour de 3 notions: l'inventaire, la gestion et la recommandation. Fanny l'a dit, une de ses plus grosses problématiques, ça a été de connaître le patrimoine arboré et d'avoir un historique en fait des travaux qui ont été faits sur les arbres. Donc sur l'inventaire, aujourd'hui, avec Ecoteka, donc on a la possibilité d'avoir une cartographie, donc un système d'information géographique sur le web et sur le mobile pour pouvoir répertorier les arbres. Donc soit les collectivités qui ont déjà un inventaire peuvent importer les données déjà existantes, soit sinon on commence à avoir des fonctionnalités d'ajout d'arbres depuis le mobile ou depuis la tablette pour pouvoir créer ces arbres directement sur le terrain quand on est sur le terrain et qu'on fait son inventaire. Cet inventaire, il est basé avec des fiches arbres. Donc, chaque individu qui va être rentré sur l'application va avoir sa fiche. Et les données qui sont dans cette fiche arbre, les données qu'on récolte, on a co-construit en fait le schéma. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de schéma de données sur les arbres urbains, que beaucoup de collectivités avaient publié des données en open data, mais pas forcément les mêmes, pas forcément sur le même nom, et ça empêche en fait l'interopérabilité et de travailler ensemble. Donc nous, on a fait un atelier de co-construction. Et ce schéma est disponible sur Schéma DataGouv. D'ailleurs, Iman, si tu peux mettre le lien pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, nous, Ecoteka est basé sur ce schéma pour que le plus grand nombre puisse publier les données en open data, comme je le disais tout à l'heure. Sur la partie inventaire, nous, on est aussi, comme je disais, sur le participatif. Donc, on a fait un test d'atelier d'inventaire participatif avec la ville, avec Marseille, où on a invité des gens, grâce à des fiches, à reconnaître les arbres et à les ajouter sur une carte participative qui s'appelle OpenStreetMap. Et le dernier levier, vu qu'on est quand même une entreprise d'informatique avant tout, on fait de la recherche sur ce qu'on appelle le deep learning, l'intelligence artificielle, et donc essayer de vous proposer de nouvelles solutions pour faire l'inventaire, un inventaire semi-automatique à partir de l'image satellite. Donc là, si vous voyez, on a testé un algorithme qui a permis de détecter par mal d'arbres. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro allumé parce que je m'entends en écho. Donc voilà, un inventaire semi-automatique. Donc ça, c'est des recherches qu'on est en train de faire en plus de ce qui existe déjà sur Ecoteka. Ensuite, sur la partie gestion, ce qui était important, c'était de pouvoir connaître l'historique des interventions et des travaux qui sont faits sur les arbres. Donc sur les fiches arbres, on va pouvoir venir ajouter les différentes interventions. Donc s'il y a eu des élagages, s'il y a eu des arrosages, s'il y a eu des traitements. Et surtout, on va pouvoir planifier ces interventions pour pouvoir s'en rappeler et revenir sur les arbres en temps et en heure pour prendre soin d'eux au mieux. Et la dernière partie qui est pour l'instant en réflexion. Dans cette première version, il y aura pas tout ce dont je vais vous parler là, mais pour nous, la recommandation, c'est vachement important. Et un des premiers sujets sur lesquels on est en train de réfléchir et on a besoin de vous, c'est sur les trames vertes urbaines. On est en train de travailler. Une fois que l'inventaire des arbres est fait, on va pouvoir voir en ville les différents patchs de végétation et donc essayer de regarder s'il y a des corridors qui pourraient être intéressants en ville de préserver ou alors de végétaliser pour permettre une trame verte urbaine. J'en parlerai peut-être aussi un petit peu à la fin d'autres projets dans cet aspect recommandation qu'on a à Natural Solutions et où on a besoin de vous.
Donc tout ça, en fait, c'est possible grâce aux personnes qui sont sur le terrain et grâce aux personnes qui rencontrent ces problématiques-là, donc comme Fanny. Et donc nous, on est parti avec Natural Solutions sur l'idée qu'il fallait une communauté d'acteurs et d'actrices autour de ce programme Ecoteka si on voulait qu'il marche et surtout si on voulait qu'il soit utile aux personnes dans les collectivités, aux paysagistes, aux arboristes. Donc pour ça, déjà, on a une petite équipe au sein de Natural Solutions, assez pluridisciplinaire. Donc moi qui ai fait des études de paysage, mais on a aussi des développeurs comme Gaëtan Duhamel qui a travaillé chez Plantécité pendant un temps, qui du coup connaît bien ce milieu, ou alors Javier Blanco qui est spécialisé dans la cartographie. Donc voilà, cette petite équipe pluridisciplinaire a besoin de vous parce que c'est vous qui allez être sur le terrain. Donc c'est les personnes qui vont utiliser Ecoteka qui vont pouvoir nous aider à co-construire le projet. Et donc, on est parti sur cette idée de communauté avec un petit noyau qu'on va essayer d'élargir au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le programme si ça vous intéresse et si vous avez envie de co-construire avec nous cette solution de demain. Je vais repasser la parole à Livia s'il y a des petites questions à poser à Fanny et à moi si besoin. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, on t'entend à nouveau. Super. Donc oui, il y a des questions. Donc on va peut-être les passer en revue. Alors j'en ai vu passer certaines, je vais les récupérer. Donc il y a Guy Costa qui demande, je pense que c'est plutôt pour toi Fanny, quelles sont les compétences que vous attendez de vos agents pour réaliser toutes ces tâches-là en fait? Alors déjà, on a des grimpeurs et lagueurs donc qui sont formés à l'élagage, enfin à la taille, aux soins des arbres. Et après, on se forme petit à petit en interne pour tout ce qui est diagnostic visuel. Et on commence petit à petit sur l'approfondi. Donc là, on a pas très longtemps, on a eu notre premier résisto. Donc du coup, voilà, on va se former sur le résisto et petit à petit, avec des formations, on va se former sur vraiment le diagnostic physionomique de l'arbre. Ok. Et dites-nous hein, si on a bien répondu à vos questions. On a aussi Monsieur Duplouy qui demande si vous avez mis en évidence les écarts thermiques en milieu urbain et trame verte bleue. Alors ça, je ne sais pas, c'est peut-être pour toi aussi, Manon. Alors, pour moi, pour l'instant, de ce côté, non, pas encore. Comme j'ai dit, voilà, le projet, ça fait 1 an qu'il est en route. Donc, Natural Solutions a beaucoup investi pour déjà répondre aux soucis d'inventaire. Mais c'est aussi pour ça que je suis là et que j'aime qu'on me pose des questions pour avoir des idées pour plus tard. Okay. Et donc, il y a Pauline Guillemin qui demande si c'est seulement un outil de gestion du patrimoine arboré ou c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé pour les surfaces vertes. Pour l'instant, c'est vraiment patrimoine arboré. On peut rentrer que les arbres, mais on aimerait bien élargir ça aux espaces verts. Mais pour l'instant, de ce qu'on a pu comprendre en discutant avec pas mal de personnes dans les collectivités, c'est vraiment l'arbre en ville qui pose, entre guillemets, problème. Donc, on a voulu d'abord mettre l'accent là-dessus. D'accord. Donc encore 2 dernières questions. On a Jean-Christophe Clairbois qui demande si vous avez mis un outil en place pour mesurer la surface de la canopée. Ou si c'est quelque chose qui va arriver aussi. Alors non, pour l'instant, pas d'outils sur la surface de la canopée. Il y a déjà des choses en fait qui sont faites autour de ça avec nos villes vertes qui sont vraiment sur la surface de la canopée. En tout cas, nous, le schéma urbain dont je parlais tout à l'heure, Iman vous a mis le lien. Pour l'instant, dans les attributs, il n'y a pas cette notion de surface de la canopée et ça fait partie des retours qu'on nous a fait. Et du coup, ça fait partie des choses qu'on aimerait ajouter dans ce schéma pour commencer à avoir cette notion aussi directement dans ce schéma-là. D'accord. Et Fanny, il y a une question donc, qui est une deuxième question par rapport quand on t'a demandé quelles compétences les agents avaient besoin d'avoir pour faire ces diagnostics-là. Et donc, il y a Guy Costa qui redemande si ces étudiants, car il est responsable d'une licence pro, peuvent participer, je suppose, hein, Monsieur Costa, s'ils peuvent participer à ces diagnostics ou à ces interventions-là.
Après, ça dépend de quelle licence pro il s'agit, mais de toute façon, il existe plusieurs formations, donc oui, pourquoi pas. Après, c'est toujours intéressant de travailler avec des étudiants, parce que justement, on apprend des deux côtés, hein. C'est une licence pro aménagement arboré et forestier. Donc, D'accord. Ah oui, donc du coup, je pense qu'elle est bien en lien avec, avec le service. super. Ok, donc on va peut-être avancer. Donc, si jamais il y a encore des questions, on y reviendra tout à l'heure. On fera un point sur tout ce qui a été demandé. Mais bon, le temps passe et on va peut-être avancer sur la deuxième partie du webinaire. Donc, merci hein, Fanny et Manon pour ces interventions. Donc maintenant, on va parler plutôt de l'arbre urbain face au changement climatique. Et on va voir quelles difficultés un arbre peut rencontrer pour s'adapter à un environnement qui lui est hostile. Comment est-ce qu'on va pouvoir garantir sa reprise et son développement racinaire et comment les collectivités arrivent à répondre à ces problématiques-là aussi. Donc, si vous avez, vous, des bonnes pratiques ou des outils que vous utilisez, que vous conseillez, ben, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. Comme ça, ben, on pourra élargir le scope de la discussion aussi tout à l'heure. Mais là, on va du coup passer sur cette partie. Donc, Fanny, je te laisse la main pour que tu puisses expliquer comment la ville d'Alès arrive à faire face à ces fortes contraintes climatiques qu'on peut tous subir aujourd'hui et comment le patrimoine arboré de la collectivité arrive et réagit à ces forts épisodes de chaleur. Je te passe les slides, hein, t'inquiète. Oui, ça marche, merci. Du coup, déjà, la ville d'Alès, donc, elle se situe dans le Gard, parce que je pense qu'on a un peu des interlocuteurs de partout en France. Donc, on est au pied des Cévennes, donc on est quand même sous un climat méditerranéen et suivi, on a aussi du coup des forts épisodes cévenols. Donc, en fait, on a quand même des gros écarts de température, on a on arrive à avoir des fortes gelées en hiver. Et l'été, on a une forte période, enfin une grande période de sécheresse qui augmente de plus en plus. Et après, du coup, on a des fortes précipitations sur une courte période. Donc, du coup, on n'a pas de réserve d'eau, on va dire. Donc, en fait, quand on regarde notre patrimoine arboré, on voit quand même pas mal de réactions. Donc, déjà, on voit un début de dessèchement de feuilles et de branches. Et puis, le phénomène de cavitation suite à la sécheresse, on observe donc des descentes de cimes qui du coup, finissent par faire dépérir certains arbres, notamment les jeunes arbres qui du coup n'ont pas encore bien développé leur système racinaire et donc du coup on a quelques pertes sur notre patrimoine arboré. Du coup suite aussi à ça, on observe également donc un repos végétatif en hiver qui est de plus en plus court. Donc les arbres se reposent beaucoup moins. On a des débourrements qui sont précoces. Donc là, cette année, par exemple, on a les platanes qui ont commencé à débourrer fin janvier, donc ce qui est très très tôt. Et on a donc des gelées tardives, comme en fin avril, là, qui ont du coup perturbé le développement de beaucoup d'arbres. Et ce qui cause déjà un premier stress. Et après, quand vient derrière la longue période de sécheresse sur la ville, du coup, on a des gros stress hydriques qui marquent le patrimoine arboré. Et donc, du coup, en fait, on a une augmentation de nos îlots de chaleur. Donc, une diminution du feuillage parce que l'été, lors de la sécheresse, les arbres perdent leurs feuilles pour éviter trop d'évapotranspiration. Donc, du coup, on a moins de surface couverte. Et après, une diminution de notre patrimoine avec la mort de certains sujets. Ce qui est un cercle vicieux, du coup, parce que du coup, on a une augmentation des îlots de chaleur en milieu urbain, ce qui diminue de plus en plus, du coup, les périodes plus fraîches l'hiver. Donc, du coup, on a une diminution du coup du repos végétatif et du coup, ça devient un cercle vicieux. Ça devient une grosse problématique vu qu'on a aussi des restrictions
d'eau l'été. Dû à la sécheresse, on n'a pas le droit d'arroser. On arrose seulement nos jeunes plants sur les premières années, les jeunes plantations. Mais sinon, on n'arrose pas notre patrimoine arboré. Ouais, donc Fanny, du coup, je vais prendre la suite. Merci. Donc moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que dit Fanny et je vais présenter donc les solutions qu'on peut apporter aux collectivités donc, qui font face aux mêmes problématiques que la ville d'Alès. Donc je vais commencer par vous présenter Green Citizen. Donc Green Citizen, c'est une éco-startup qui a été créée il y a 6 ans. On est basé à Marseille. Elle a été labellisée par le ministère de l'Environnement. Donc on est labellisé Green Tech Verte. C'est 3 cofondateurs qui ont créé cette société après une première expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, ils avaient déjà créé une société dans les télécoms qui a été revendue à Thales. Et donc, de ça est né Green Citizen. Donc, en fait, nous, on adresse des solutions connectées au service de l'environnement. Donc, on a différents cas d'usage avec un volet important sur la gestion du cycle de l'eau et la préservation de la ressource. Donc, on a notamment une solution de surveillance continue du réseau pluvial et des solutions qui sont orientées espace vert, dont on va parler plus en détail aujourd'hui. Donc, on a des solutions comme l'arrosage intelligent ou de la conduite racinaire. Donc, en fait, pourquoi nous, on a décidé de combiner des solutions réseau pluvial à des solutions espace vert? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des collectivités qui exigent que le déploiement de nouvelles infrastructures vertes contribue à la captation des eaux pluviales à hauteur de 15%. Parce que ça leur permet aussi de pouvoir faire financer ces opérations-là. Donc, juste un petit rappel, les infrastructures vertes, ce sont des outils très performants pour les villes qui sont souvent mis de côté. Ça va permettre de lutter contre les îlots de chaleur, ça va permettre de piéger du CO2, de capter des eaux pluviales et de rafraîchir donc, pendant les périodes caniculaires. Donc, chez Green Citizen, nous, on travaille soit avec les exploitants en délégation de services publics, soit aussi en direct avec les collectivités. Donc, on travaille notamment avec la ville de Florence en Italie, où on équipe des parcs et jardins de notre solution d'arrosage intelligent. On travaille avec la ville de Paris. On a gagné aussi l'appel d'offres de la ville de Marseille. Donc, on va jouer en local cette année où on va déployer sur les espaces verts de la plage de la Vieille Chapelle notre solution d'arrosage intelligent. On travaille avec le Grand Cahors et avec la ville de Limoges. Donc, on fait de la reprise racinaire sur la place de la République. Et également, on a gagné l'appel d'offres de la ville de Lyon, où on fait sur, par exemple, le parc de la Tête d'Or de la reprise racinaire et de la supervision de développement racinaire. Et on a aussi notre solution d'arrosage intelligent sur des parcs comme le parc Montel. Voilà. Et en fait, c'est en travaillant avec toutes ces collectivités donc, qui ont mis en évidence certains points sensibles et dont Fanny parlait aussi tout à l'heure, notamment sur la mortalité des jeunes sujets. Donc, on a, nous, des collectivités qui vont avoir des taux de mortalité de 10 à 20% sur leurs arbres. Donc, quand on leur rétrocède des ouvrages, il y a pas mal d'arbres, pas mal d'individus qui vont mourir. Et le coût de remplacement, donc c'est pas forcément juste un coût de remplacement de l'arbre, ça inclut aussi des coûts au niveau des travaux, du BTP, donc c'est souvent des projets qui chiffrent très vite, très haut. Donc on a ce risque-là, et en fait ce sont des risques qui sont portés par plusieurs parties, donc pendant les premières années de la vie de l'arbre, donc ça peut être de la responsabilité de l'aménageur, de la maîtrise d'ouvrage, ou du gestionnaire une fois qu'on lui rétrocède une opération. Avant ça peut être l'entreprise qui va porter cette responsabilité. Donc, c'est important pour tout le monde de pouvoir garantir que la reprise racinaire est bien faite les premières années et qu'on a un développement racinaire de qualité. Donc, en fait, pour faire ça, on va avoir des outils de contrôle d'enracinement où toutes les parties prenantes peuvent collaborer. Donc, ça permet, entre autres, de pouvoir améliorer les process d'aménagement, de garantir la reprise des espaces verts et aussi d'assurer que les ouvrages qui sont rétrocédés sont corrects et que voilà, le gestionnaire récupère des espaces verts repris. Et on a aussi donc, des risques importants donc, liés au dérèglement climatique. Donc on a de forts épisodes de sécheresse dont parlait Fanny, des forts épisodes pluvieux aussi. Et donc quels sont les impacts aussi sur les arbres en termes de stress hydrique. On a des impacts par les fortes chaleurs aussi, par la température du sol aussi qui augmente. Donc nous, on a développé des solutions avec les collectivités qui vont proposer des capteurs connectés
des applications et un service agronomique donc, qui est apporté par Marc Gély. Et en fait, on a une solution qu'on appelle une GTC sans fil pour les espaces verts, où on va avoir des sondes d'humidité du sol, donc avec un boîtier avec 1, 2 ou 3 sondes. On va avoir des compteurs d'eau connectés pour mesurer la consommation en eau, des stations météo, des contrôleurs de vannes connectés. Et en fait, ce sont toutes des données terrain qui vont remonter sur les applications et l'intelligence de l'application va faire prendre des décisions très rapidement ou c'est l'application même elle-même qui va décider si on déclenche des arrosages, par exemple, si c'est nécessaire. Donc, on va pouvoir avoir un développement racinaire en profondeur. Ça permet aussi de préserver la ressource, donc des économies d'eau importantes. Et on a aussi un dispositif de lutte contre les îlots de chaleur avec ce type de solution-là. Et en plus, on a des indicateurs qui vont permettre de rendre compte des services écosystémiques qui sont rendus par les infrastructures vertes. Donc, on a des indicateurs comme la captation des eaux pluviales, la capture du CO2, le rafraîchissement aussi, les dysfonctionnements sur différents espaces, comme les fuites, les obstructions, le vandalisme, et des indicateurs de performance. Donc, on va pouvoir voir aussi les économies d'eau qui sont réalisées. Et on travaille avec l'INRAE sur ces modèles-là depuis plusieurs années. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question qui est passée au niveau des arrêtés sécheresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on continue d'arroser quand on est en arrêté sécheresse et qu'on a l'obligation voilà, d'arrêter tous les arrosages. En fait, nous, on essaie de travailler aussi avec les collectivités pour pouvoir démontrer que des économies d'eau sont réalisées et que justement, en période de très forte chaleur où le végétal va avoir un besoin en eau, et peut-être déclencher des arrosages pour lui permettre de survivre, en montrant que le reste du temps, voilà, on a des économies d'eau qui sont vraiment significatives, jusqu'à 70% sur l'année, quoi. Donc, en fait, le principe de notre solution d'arrosage intelligent, c'est un arrosage qui est piloté par les plantes et par leurs racines. On va disposer des sondes d'humidité, là, c'est pour un arbre, donc c'est à 3 différentes profondeurs. On va mesurer donc un besoin en eau, et ces mesures vont remonter sur la plateforme. Et sur la plateforme, soit on a un arrosage automatique, et donc on va avoir un déclenchement de l'irrigation s'il y a un véritable besoin en eau. Et s'il n'y a pas si on a un arrosage manuel, par exemple pour les arbres, on va nous déclencher des recommandations, enfin, on va donner des recommandations d'irrigation. C'est Marc qui va faire ça, en fait. Il va vous donner des conseils agronomiques, il va vous apporter une expertise agronomique, donc qui va du cadrage du projet à l'installation et jusqu'au bilan annuel. Et en fait, pendant toute l'année, on va autonomiser les agents de terrain ou les directions à interpréter des données d'humidité du sol, des données de stress hydrique, de capacité de rétention du sol, pour les emmener vers une autonomie totale, en fait. Et c'est Marc qui va faire ça en apportant chaque semaine des rapports sur l'état des espaces verts, sur l'état des arbres, sur l'activité racinaire. Et en fait, il accompagne comme ça les collectivités à mieux comprendre son patrimoine arboré. Donc, Marc, je vais te laisser la main pour la partie agronomique. Donc, si tu veux, je peux passer les slides aussi. Ok. Je te remercie. En premier, excusez-moi pour le bruit, je suis arrêté sur le bord de la route et il y a pas mal de circulation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation pour participer à ce webinaire. Comme l'a expliqué Livia, je collabore avec Green Citizen. Moi, je suis spécialiste en irrigation de précision, principalement en agriculture, où je forme des techniciens, des agriculteurs, des sociétés à l'irrigation de précision. En fait, ce qu'on fait avec Green Citizen, c'est essayer d'appliquer un petit peu le bon sens agricole qu'avaient nos arrière-grands-parents et cette mémoire historique que disait Fanny, mais qu'on a perdue et qu'on essaie de récupérer avec le 2.0, donc les outils de Manon et qui sont développés aussi par Green Citizen vont être très utiles. Alors sur cette slide, vous voyez une installation type de sonde avec un arbre en milieu urbain. À l'extérieur, vous voyez que c'est un petit peu, je ne suis pas très bon en dessin, mais bon, c'est une bonne manière d'essayer d'expliquer. On a une fosse qui est dans un mélange terre-pierre, très généralement, assez tassé, puisqu'il y a eu des passages d'engins, parfois ça a été bétonné par-dessus. À l'intérieur, on va creuser une sorte de fosse où on va planter notre arbre, qui va avoir une motte de différentes tailles. Ce matin, on était sur une installation et la taille de la motte, elle était de 50 cm à peu près en profondeur.
Et on va remplir l'espace entre la motte et la fosse, soit avec de la terre tamisée du même endroit, soit avec de la terre végétale. Ça va dépendre vraiment des différents endroits. Donc nous, au niveau de l'installation, si on a la chance d'arriver au moment de la plantation, mais on va faire, comme vous le voyez sur l'écran, en 3 profondeurs, une sonde directement dans la motte, c'est celle qui va nous servir dès le départ pour voir un petit peu comment la consommation de l'eau la première année. Une sonde à l'extérieur de la motte, légèrement décalée, parfois un peu plus en profondeur, pour voir s'il y a un développement racinaire à l'extérieur de la motte, et une sonde plus en profondeur, qui va nous servir à la fois pour voir si nos irrigations superficielles arrivent en profondeur ou pas, si on inonde trop. Enfin bon, il y a plusieurs aspects qu'on peut voir lorsqu'on va interpréter ces sondes. Au niveau des sondes, il y a différents types de sondes. Principalement en milieu urbain, on va utiliser du tensiomètre, typiquement du watermark, ou des sondes capacitives. Bon, ben là, il y a plusieurs types de sondes. On va pouvoir choisir en fonction, si on veut aussi la température, si on veut la conductivité électrique. Il en a été sujet au début. On parle de plus en plus de la température, par exemple. Moi, en agriculture, dès que j'installe des sondes, dans les 20 premiers centimètres, il y a des sondes de température, ben justement pour voir la reprise des racines. Je sais à partir de quel moment mes racines vont commencer à se développer sur mes différentes cultures, grâce à la somme des températures extérieures, mais aussi à la température moyenne intérieure. Et ensuite, on va pouvoir interpréter ces données de sondes suivant des graphiques, et là, on va pouvoir mettre des seuils. Donc, il y a une sorte d'apprentissage au cours des années qui vont nous permettre très rapidement de pouvoir gérer l'irrigation de manière, on va dire, automatique ou semi-automatique. Moi, je conseille toujours que le technicien ait une vue sur les données, qu'il sache les interpréter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail la première, voire la deuxième année au niveau de l'accompagnement auprès des techniciens qui sont vraiment sur le terrain. Quoi d'autre? Ben, sur cette slide, je pense que c'est tout pour moi. Fiabiliser la plantation, ben là, on verra un petit peu plus sur la dernière slide que j'ai faite. Et voilà. Olivia, si tu veux reprendre la parole, si tu as des trucs à rajouter. Oui, avant d'attaquer du coup la troisième partie, on va plus parler d'acclimatation, de choix aussi de palette végétale et des nouvelles techniques d'irrigation. On va prendre un petit temps pour les questions parce qu'il y en a eu quelques-unes. Donc déjà une qui demande, donc c'est Marlène Bartou qui demande. Alors juste, je pense qu'il y a Marc, est-ce que c'est toi qui as ton micro qui est... Oui, je pense que c'est bon là. Donc, il demande si un raccordement électrique est nécessaire pour faire fonctionner la sonde. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, et vous faites bien de le dire, en fait, tous nos capteurs et nos sondes sont autonomes. En fait, donc, que ce soit en moyen de communication, on utilise des réseaux 0G, Sigfox, LoRaWAN qui sont déployés sur tout le territoire français. On utilise ces réseaux-là et en plus, on a des équipements autonomes en termes d'alimentation électrique, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur batterie. Et ce sont des batteries qui peuvent aller jusqu'à 10 à 12 ans d'autonomie si vous faites 6 mesures par jour, par exemple. Après, vous pouvez faire une mesure toutes les 10 minutes ou une mesure toutes les heures. Ça, ce sont des choses qui sont paramétrables directement depuis l'application que vous avez en ayant la sonde. Et c'est pareil pour tous les autres capteurs. En fait, tous les capteurs sont reliés à la même application et vous pouvez les paramétrer depuis un mobile ou depuis une tablette ou un ordinateur. Ensuite, il y a une question sur la durabilité des sondes dans le temps de Dalibar. Peut-être que je peux te laisser, Marc, répondre à celle-là. La durabilité des sondes dans le temps. Alors, durabilité des sondes, ça va dépendre un petit peu du type de sonde qu'on veut utiliser. Typiquement, les watermarks, on va les garder 3-4 ans suivant la fréquence des mesures. Des sondes capacitives, moi j'ai fait ma thèse en Espagne et j'en ai en Espagne depuis 15 ans, qui fonctionnent encore très bien. Donc voilà, il va falloir un petit peu, au niveau des sondes, le choix est toujours difficile parce qu'on va avoir un compromis prix, comment dire, facilité d'installation, durée de vie et précision. Donc le watermark, il va être un poil moins précis et durer un petit peu moins dans le temps. Et ensuite, les sondes capacitives, en agricole, on n'installe pratiquement plus de watermark, sauf en culture annuelle.
et sur des cultures pérennes, on installe du capacitif. Donc la durée de temps d'un capacitif, ça peut aller, moi j'en ai installé il y a 15 ans, elle fonctionne toujours. Il faut une certaine maintenance annuelle, mais on n'a pas changé ces sondes-là encore. Il y a justement du coup Jean-Christophe Clairbois qui demande qu'est-ce qui induit le choix type de sonde entre les sondes tensiométriques et les sondes capacitives en milieu urbain, par exemple. Peut-être la différence entre les deux, le décrochage, tout ça, si tu peux faire un petit point là-dessus. Ouais, alors là, par exemple, si on va avoir des sols un peu trop salins, on va dire, par rapport à un sol agricole normal, on va essayer de privilégier une sonde capacitive qui à la fois va nous mesurer la conductivité électrique, la température et l'humidité du sol. La difficulté des sondes tensiométriques, il y a une image de Fanny, à un moment on voit les sols craquelés. Typiquement, une sonde de tension en surface avec ce type de sol-là, elle va décrocher, donc il va falloir la lever du sol et la remonter. Lorsqu'on connaît nos sols, moi c'est pour ça, là ce matin on a fait encore une installation, et on fait toujours un échantillon, à la fois de la fosse et de la motte, pour connaître les types de sols. On les a observés déjà au préalable. Il y a 2 mois, j'ai fait mes premiers échantillons pour savoir à peu près quel type de sol j'allais rencontrer, quel type de sonde j'allais pouvoir mettre. Donc, c'est vraiment par rapport à la fois au type d'irrigation, au type de sol et à l'objectif que l'on a qu'on va installer un type de sonde ou un autre. Si c'est pour commencer dans l'irrigation, on peut dire le tensio, c'est très bien. Tout le monde a commencé par là, et moi le premier. On a tous installé des tensiomètres. Ça donne des résultats corrects. C'est l'inverse du capacitif, puisque c'est une mesure de tension. Donc, plus la tension est basse, plus il y a de l'eau pour la plante, et plus la tension est élevée, moins il y a d'eau pour la plante, moins il y a d'eau disponible pour la plante. Le risque, c'est qu'elle peut décrocher. Et ensuite, la problématique, ça va être la durée de vie. Et en milieu trop salin, on va dire qu'il peut y avoir quelques problèmes. Lorsqu'on va faire une mesure tensiométrique, il va falloir toujours mesurer la température, puisque 1 degré de température nous amène une différence d'à peu près d'1% au niveau de la valeur de la donnée. Donc, suivant le type de mesure qu'on va faire, si on fait du journalier, si on fait une moyenne journalière, si on fait de l'horaire, il va falloir choisir là-dessus. Et ensuite, au niveau du capacitif, l'avantage, c'est qu'elles ne décrochent pas. Elles sont parfois c'est un peu plus délicat à installer, parce qu'on ne va pas faire juste un trou à l'intérieur et la mettre au fond. Non, il faut essayer de la mettre sur un milieu plus à même pour ça. Mais l'avantage de faire un trou à la tarière un petit peu grosse, on va dire, ça va nous permettre aussi de voir le profil du sol. Par exemple, si on fait une installation sur des arbres qui sont déjà plantés, pour voir la motte, c'est intéressant de faire le trou à la tarière de 80 ou 90 pour voir où s'arrête la motte, où commence le sol, et on va voir la différence de couleur. Et là, on peut faire nos échantillons en fonction de ce que l'on a observé. Donc, le choix de la sonde est toujours difficile. Je déconseille en milieu urbain les sondes capacitives à tube, parce que j'ai vu en milieu urbain, on a beaucoup de cailloux. C'est du terre-pierre la plupart du temps, et faire un trou, insérer les chips intake, les trucs comme ça, c'est un peu plus compliqué. Il vaut mieux insérer des sondes unitaires, et on voit vraiment le profil. Et le débat sur l'installation des sondes ou le type de sonde, là, on pourra en parler des heures et des heures. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Ok, super. Alors, il y a d'autres questions. Il y a beaucoup de questions, mais je vais en prendre quelques-unes. Alors, il y a Pauline Guillemin qui demande, est-ce prévu uniquement pour la France ou serait également possible en Suisse? Alors, c'est également possible en Suisse. Hein, ce sont des technologies qui sont couvertes partout. Donc, on est déjà présent en Suisse avec des capteurs. Et après, voilà, pour le suivi, c'est pareil. C'est Marc qui le fait, qui envoie des comptes rendus. Donc, c'est également possible pour la Suisse. On demande Merveille Moandal Litet qui demande comment évaluez-vous le rafraîchissement, si c'est par mesure de température, à quel niveau est placée la sonde. Alors en fait, le rafraîchissement, quand on dit qu'on a des indicateurs de rafraîchissement, c'est par rapport au dispositif lutte contre les îlots de chaleur. On va disposer en plus sur des espaces minéraux et sur des espaces végétalisés des sondes de température et d'humidité de l'air pour mesurer l'impact des arrosages sur la température, et donc donner à la collectivité la possibilité de dire à ses citoyens qu'il y a des îlots de fraîcheur et donner plus d'indications sur ça. Donc c'est
c'est plus au niveau de rafraîchissement dispositif ICU. Ensuite, on nous demande Livia, si tu me permets, c'est en fait les capteurs de température et d'humidité de l'air, c'est pas juste pour quand il y a les irrigations, c'est justement pour voir les effets a posteriori d'une irrigation. Hein, c'est pas juste mesurer la température, c'est que lorsqu'on va maintenir un couvert vert, il y a beaucoup plus d'évapotranspiration, il y a beaucoup plus de fonctionnement, donc beaucoup plus de circulation de l'air au niveau à la fois du sol et de la plante. Donc l'humidité est un peu plus élevée à certains endroits, mais surtout les températures vont avoir tendance à baisser. C'est pour ça l'importance de maintenir les arbres en fonctionnement. Voilà. Et je prends une dernière question, on répondra aux autres questions après, hein, s'il reste du temps. Ces sondes sont-elles installées pour un seul arbre? Qu'en est-il du recyclage des sondes lorsqu'elles ne fonctionnent plus? Alors, il faut savoir que nous, nos capteurs, boîtiers et sondes sont recyclés, nos boîtiers sont recyclés et les sondes peuvent être reconditionnées lorsqu'on les change de place ou lorsqu'on peut les changer de client. Et après, il faut voir au niveau du fabricant si la sonde en elle-même est dans un process de recyclage. En tout cas, nous, tous nos produits sont recyclés en fin de vie. Donc, merci pour toutes ces questions. On essaiera de prendre un petit peu de temps après pour y répondre. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de ce webinaire. On va parler de l'acclimatation et de la mycorhisation. Donc, on va aborder les nouvelles techniques d'irrigation, les adaptations des essences. Fanny va aussi nous parler des projets de mycorhisation qu'il y a sur la ville d'Alès. Et on aura aussi des questions du coup sur cette partie-là à la fin. Marc, je te laisse commencer, peut-être. Ok, diapo suivante alors, s'il te plaît. C'est fait. Voilà. Alors là, je vous ai fait un petit schéma d'une installation idéale, on va dire. En fait, c'est ce qu'on a fait ce matin. Jusqu'à présent, lorsqu'on installait des arbres en espace vert, ça m'avait un petit peu surpris quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu, c'est que l'irrigation n'est pas forcément pérenne. Ça va être beaucoup d'irrigation, d'arrosage à la main lorsqu'on va replanter l'arbre. Et ensuite, le but du jeu, c'est de le faire vivre pendant 2-3 ans. Et ensuite, circuler, il n'y a plus rien à voir. On s'occupe pratiquement plus de l'arbre. Donc, ça nous rappelle un petit peu de ce qui était fait en agriculture il y a quelques années. On arrosait typiquement plan de vigne, on arrosait un plant de vigne lorsqu'on venait de l'installer, lorsqu'on venait de le planter, et ensuite on ne s'occupait plus de lui. Avec le changement climatique, la grosse difficulté, c'est qu'on a des périodes de sécheresse à des moments auxquels on ne s'entend pas. On a des périodes de sécheresse de plus en plus longues à des moments où on les attend, ça va être juillet, août. Donc, idéalement, il faut pouvoir utiliser notre système d'irrigation. Lorsqu'on installe un système d'irrigation goutte à goutte, par exemple, il faut penser que ça va être un système d'irrigation qui va être utile, peut-être pas pour la vie de l'arbre, ça j'en sais rien. En agriculture, on essaie de faire la vie de l'arbre. En arbo, par exemple, on arrive à 25-30 ans et en viticulture, on arrive à plus de 40 ans. On a des systèmes d'irrigation installés en viti en Espagne qui ont plus de 40 ans, qui fonctionnent très bien. Pour économiser l'eau, on peut enterrer ces systèmes d'irrigation. Comme vous voyez, c'est un serpentin autour de l'arbre. On peut également avoir des bubblers au-dessus de la motte pour la première année ou la deuxième année d'installation. Et ensuite, notre système d'irrigation, on va le maintenir comme une assurance vie. Moi, les premières installations, les premiers suivis que j'ai faits, c'était... en fait, on a des assurances contre le gel, on a des assurances contre la grêle, mais on n'a pas des assurances contre la sécheresse. Alors que là, un système d'irrigation n'est pas obligé de l'utiliser. S'il n'y en a pas besoin, on ne va pas le mettre en route. Donc, pour l'utiliser, on va faire un suivi à la fois de nos sondes, nos températures, humidité relative de l'air, mais aussi des éléments qui vont nous permettre de calculer l'évapotranspiration en continu. Tout à l'heure, il y avait des questions sur la canopée. Ça va rentrer de plein pied là-dedans sur ce type de calcul. Et pour la reprise racinaire que l'on peut voir avec des sondes, mais l'interprétation peut parfois être difficile, on installe des tubes qui vont nous permettre de voir l'évolution de la zone racinaire. En fait, ça s'appelle des mini-rhizotrons. On les utilise pas mal en agriculture et on commence maintenant à les installer en milieu urbain. Ça va être une mesure ponctuelle. Ça se fait soit à l'endoscope, soit au scanner. Et on va venir faire des photos de nos racines à un certain moment. Pour faire tout ça, il faut bien comprendre notre sol. En fait, on voit l'aspect extérieur,
Fanny en a parlé. Il commence à observer les symptômes extérieurs de la plante. Lorsqu'on commence à observer les symptômes extérieurs, très souvent, c'est trop tard. Et ça peut prêter à confusion parce qu'il faut savoir que les symptômes de manque d'eau, de stress hydrique ou d'excès d'eau sont à peu près les mêmes. Et ça va être un jaunissement, pas toujours au même endroit, mais un jaunissement des feuilles et une chute des feuilles. Donc nos sondes, notre analyse de sol, que ce soit chimique, de texture, tout ça, vont nous permettre de créer un historique. Ça m'a plu ce qu'a dit Fanny au départ, puisqu'il n'y avait aucun historique. Et toute cette information-là d'analyse de sol, du type de motte, de comment a été la motte lorsqu'elle a été installée, le volume de la motte, si on a un historique de ces installations d'arbres, on va pouvoir par la suite faire d'autres observations qui vont nous dire si on a évolué ou pas, ou si notre arbre est resté dans sa zone motte parce que la terre extérieure, par exemple, avait un pH différent. Par la suite, Fanny va parler de mycorhizes, elle va peut-être en parler de ça aussi, mais il faut savoir que des fois on installe des mottes d'arbres qui ont été créées dans des pépinières où le terreau n'a pas du tout le même pH ou la structure c'est sûr, mais le même pH ou les concentrations en éléments minéraux de l'extérieur de la fosse. Donc, on va appliquer des principes agronomiques, hein, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse ponctuelle à un moment donné. On peut faire une analyse au niveau du végétal également, et on peut observer les carences. La grosse difficulté qu'il y a en arboriculture urbaine, enfin en milieu urbain au niveau des arbres, c'est qu'il y a très peu de bases de données. En agriculture, on n'a pas de problème, il y a de nombreuses universités qui travaillent là-dessus, parce que les volumes sont beaucoup plus importants. Il faut commencer à créer cette base de données, mais déjà, si on fait des analyses de sol, l'analyse de sol, ça va être entre 90 et 100 euros, grand maximum, et vous allez avoir à la fois la texture, vous allez avoir les éléments principaux de votre sol, donc vous pouvez voir l'évolution au fil du temps. Votre système d'irrigation, il va vous servir à la fois pour apporter de l'eau, mais peut-être un jour pour apporter des engrais, hein, ce qu'on fait maintenant de plus en plus en agriculture, ça s'appelle la fertirrigation, c'est des choses, on n'en parlait pas il y a 15 ans. Mais tout évolue et on va permettre à l'arbre, en cas de stress extrême, de lui faire un apport spécifique. Les sondes en profondeur vont nous permettre de voir si on a un manque d'eau ou un excès d'eau. Moi, j'ai déjà vu des endroits où on surirriguait en pensant qu'il y avait un manque d'eau. Donc voilà, il y a tous ces outils qu'on va installer au niveau de la ville. Il faut les utiliser, mais pas penser que ça va être utile juste pour cet été. Il faut penser que ça va être utile pour l'été 2030. C'est-à-dire qu'en 2030, on aura créé un historique et on sait à peu près, on peut parfois répéter certains schémas, parfois on va se trouver dans des situations qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui vont nous permettre d'apprendre. C'est pour ça que l'importance d'avoir la maintenance au niveau des sondes, la maintenance au niveau des stations météo, la maintenance au niveau de tout notre système d'irrigation pour pouvoir le mettre en route à des moments où la plante en a réellement besoin. Et ça ne va pas être forcément au mois de juillet, août. Parfois, ça peut être, Manon a parlé de débourrement des platanes au mois de, pardon Stéphanie, de débourrement de platanes au mois d'avril, de janvier. Peut-être qu'il fallait un coup d'irrigation à ce moment-là, juste pour favoriser le développement des racines à ce moment-là. Voilà, il y a plein de choses encore à apprendre, ça évolue, mais il faut penser à faire des installations pérennes, surtout de mon point de vue au niveau de l'irrigation, beaucoup d'observations et garder tout l'historique. J'arrête là pour pas trop développer. Si tu veux passer à la diapo, voilà. Juste un petit rappel au niveau de la mycorhisation, hein, Fanny va en parler plus, mais la mycorhisation, en fait, c'est un ensemencement en pépinière du système racinaire de notre arbre pour qu'il développe des ifs qui vont permettre une meilleure assimilation à la fois de l'eau et des minéraux qui sont dans son entourage. C'est pour ça que c'est très important de faire l'analyse de sol de la fosse ou du milieu où l'arbre va être planté et de la motte pour savoir si les deux sont compatibles ou s'il y a des petits réajustements à faire. Des fois, c'est juste un apport de terre végétale à l'extérieur pour favoriser tout ça, favoriser le développement des racines et des mycorhizes. Et je laisse la parole à Fanny. Merci Marc.
Oui, donc nous, sur Alès, on réfléchit sur de nouvelles solutions pour pallier au changement climatique. Donc, pour le renouvellement de notre patrimoine arboré, on a déjà des expérimentations en cours sur l'acclimatation de nouvelles espèces. Donc, on a des jardins d'acclimatation et on a aussi quelques expérimentations au centre horticole municipal. Et on a déjà donc quelques essences sur la ville qu'on expérimente. Donc, par exemple, comme le jacaranda, qui est pas forcément, il n'est pas encore adapté à notre climat, mais on le voit déjà un petit peu sur la Côte d'Azur. Donc, du coup, on commence à le planter. Donc, on l'a semé dans notre centre horticole, dans nos serres municipales, et elles sont actuellement depuis 2 ans en pleine terre sur la ville. Donc, voilà, c'est une première expérimentation d'acclimatation. Après, on en a d'autres dans des jardins d'acclimatation sur la ville. Et après, donc, on commence aussi l'expérimentation sur la mycorhisation de nos plantations. Donc là, on est en partenariat avec l'INRA d'Antibes, où on travaille du coup sur un substrat qui serait mycorhizé, qu'on ajouterait à nos plantations pour faciliter la reprise de nos arbres. Et de toute façon, comme ils gardent la mycorhize tout le long de leur vie, toute leur vie, à ce moment-là, elle serait là aussi pour en cas de difficulté, de périodes difficiles comme les périodes de sécheresse, pour justement aider le développement des arbres. Dans un second temps, on aimerait aussi que si ce substrat marche sur cette première expérimentation, on aimerait également l'utiliser pour la reprise racinaire des vieux sujets suite aux travaux, parce que du coup, une des grosses problématiques également qu'on a sur la ville, c'est les travaux qui du coup abîment énormément le système racinaire. Donc déjà, on a aussi tous les réseaux souterrains qui perturbent beaucoup le système racinaire, mais on a aussi les travaux de voirie et après toutes les contraintes qu'on a en ville. Donc en fait, cette première expérience qu'on met en place sur la ville avec la mycorhisation, donc en fait, on a fait pour la première année des prélèvements. Donc voilà, on a prélevé plusieurs échantillons sur la ville. L'INRA après a pris ces échantillons et a fait une première cartographie, on va dire, des sols d'Alès sur le type de mycorhize qu'on avait, sur le type de sol également. Donc en fait, on est quand même riche de mycorhizes. Le problème, c'est qu'elles sont passives, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas nos sols ne sont pas favorables au développement à l'activité de ces mycorhizes. Parce qu'on a notamment en fait un sol très basique. Donc du coup, le travail de l'INRA maintenant avec ces échantillons, c'est de multiplier ces mycorhizes que nous avons dans nos sols. Donc on sait qu'elles sont adaptées à notre climat et de les rendre actives dans un substrat en fait qu'on va pouvoir du coup facilement incorporer dans nos nouvelles plantations, dans la fosse de plantation. Donc là, à l'automne, on a la deuxième phase de l'expérimentation, donc c'est la phase plantation, où on va planter donc la même essence. On est parti sur le Mélia azédarache. Donc c'est déjà une essence qu'on commence à planter sur notre ville parce qu'elle est vraiment adaptée aux périodes de sécheresse. Et là, du coup, on voudrait du coup tester cette mycorhize sur cette essence pour qu'on puisse avoir vraiment des données significatives. Donc on garde la même essence sur 2 lieux différents, un lieu dans un parc qui est plutôt naturel, mais avec un sol très calcaire, très basique, et un autre lieu plus urbain qui est vraiment sur la voie verte le long du Gardon. Donc du coup, cette plantation, donc, il y aura plusieurs témoins. Donc en fait, dans le parc, on aura à peu près 25 sujets plantés, donc 25 mélias. 20 seront mycorhizés et 5 ne seront pas mycorhizés pour garder des témoins. Et sur la voie verte, il y en aura 35, donc 30 mycorhizés et 5 témoins. Donc voilà, dès l'automne, on arrive sur la deuxième phase et la troisième année, ce sera la phase d'observation.
Donc, on refera des analyses de sol pour justement voir s'il y a eu un développement racinaire, s'il y a eu une symbiose avec le champignon, s'il y a eu quoi que ce soit qui est différent par rapport au sujet témoin. Et du coup, voilà. Après, on est toujours, on essaye de toujours être actif justement par rapport à ce changement climatique. C'est pour ça qu'on partage au maximum du coup nos expériences, parce que en tant que gestionnaire de patrimoine arboré, on rencontre souvent les mêmes problématiques partout en France. Donc du coup, c'est toujours intéressant d'avoir les expériences de chacun. Donc après, si vous avez aussi des expériences en cours dans vos collectivités, je serais ravie d'en apprendre davantage. Voilà. Merci à tous. Merci Fanny. On va prendre, donc il y a eu des questions sur la mycorhisation. On va d'abord écouter Manon et puis après on passera en revue toutes ces questions-là. Manon, je te laisse la main sur la présentation. Yes, je vais être rapide pour pas, parce que je pense que vous allez commencer à avoir faim et tout, et pour prendre surtout toutes les questions. Donc, petit mot sur les projets de Natural Solutions, en fait, concernant ces aspects d'acclimatation et de choisir en fait les espèces de demain à planter. Donc nous, on a très envie d'avancer sur ces sujets et surtout, en fait, l'informatique pourrait vraiment être un soutien pour automatiser certaines choses et pour faire des recommandations. Et pour ça, en fait, il va falloir réussir à rendre la plupart des données ouvertes. C'est pour ça que vraiment, nous, on essaye de militer là-dessus et donc créer une base de données sur les arbres et sur les connaissances qu'on a de ces arbres pour pouvoir peut-être plus tard faire des calculs avec de l'intelligence artificielle ou non, pour pouvoir faire des recommandations sur les espèces qui peuvent être intéressantes à planter et du coup avoir un peu des aides à la décision, comme ce qui a été fait par exemple avec le projet Sésame du CEREMA. Mais du coup, essayer de faire un projet à plus grande échelle, à l'échelle de la France, voire à l'échelle du monde, et donc pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de partenaires techniques, mais aussi de partenaires financiers pour réussir à avancer sur ces sujets et continuer à ouvrir la donnée qui sont sur les arbres. Livia, je te laisse du coup reprendre la main et prendre les questions pour finir. Oui, merci. Alors, on a eu des questions. Alors, au niveau de la mycorhisation, donc Fanny, on demande. Enfin, il y a Guy Costa qui dit le problème de la mycorhisation ici, c'est des ectomycorhisations. C'est que l'inoculum fongique ne peut se faire qu'avec un seul champignon, pardon, alors que les arbres en station forestière utilisent un cortège de champignons. Avec quel champignon faites-vous la mycorhisation? Tout à l'heure, tu parlais du Lacaria, donc si tu as plutôt un exemple pour cette typologie d'arbre. En fait, nous, on n'a pas de type de mycorhize. En fait, on a les mycorhizes, on a prélevé les mycorhizes que nous avons sur nos sols, sur Alès, et ces mycorhizes sont multipliées en laboratoire et réinjectées en fait au substrat qu'on va utiliser après pour mycorhizer les jeunes plants. Donc, en fait, déjà, on sait que l'INRA, avec leur expérience à eux, savent que le mélia peut s'associer avec des mycorhizes parce qu'on a des arbres qui ne s'associent pas aux mycorhizes. Il y en a qui s'associent à qu'une seule mycorhize et il y en a qui s'associent à plusieurs mycorhizes. Après, la difficulté qu'on a aujourd'hui d'un point de vue scientifique, c'est qu'on ne peut pas attribuer une mycorhize à un arbre parce qu'on n'a pas assez de recul. Il faudrait vraiment des années et des années d'études pour vraiment définir telle mycorhize va à tel arbre. Donc, du coup, en fait, on essaye d'avoir le plus possible de mycorhizes différentes dans notre substrat, qui est déjà, du coup, acclimaté à Alès. Et du coup, qu'on va juste multiplier, rendre plus actif et le rajouter, en fait, dans nos sols lors de la plantation des mélias. Ok, merci. Et on a une autre question de Camille Emery. Alors Marc, je pense que c'est plutôt pour toi, qui demande à quel type de structure doit-on faire appel pour réaliser des études terrain ou des études pédologiques, vers qui on doit se tourner pour faire ce type d'études-là?
Là, il faut voir soit avec des laboratoires d'analyse de sol qu'on a dans toutes les régions, peut-être avec les chambres d'agriculture également qui vont avoir des agronomes à disposition. Ou ensuite, au niveau, il y a des distributeurs comment on appelle, d'agrofournitures qui ont des techniciens qui sont parfois formés à ça. Mais là, c'est juste me dire un petit peu dans quelle région c'est et si j'ai des contacts, les renvoyer vers ces contacts-là, quoi. Si c'est juste une analyse de sol, c'est un coup de tarière à différents endroits et on envoie au labo. Ensuite, la difficulté, c'est l'interprétation, mais il y a certains laboratoires qui font les interprétations. Ok, parfait. Donc Camille, je vais mettre les adresses email peut-être de tout le monde, comme ça, ceux qui veulent nous contacter pourront le faire. Il y aura de toute façon des emails aussi après le webinaire et vous aurez nos contacts. Et vous pourrez, du coup, s'il y a des questions qui vous viennent après. Alors non, Camille dit c'est dans le Morbihan, Marc. Désolé, je ne connais pas. Enfin, je connais le Morbihan, mais je n'ai pas de contact. Je regarderai un petit peu les distributeurs qu'il y a par là-haut. Parfait. Et on a une question, je pense, Fanny, c'est plutôt pour toi, de Dalibar qui dit qui prescrit le type de mycorhize? Je pense que j'ai dû répondre un petit peu aussi à cette question tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de préconisation de mycorhizes, en fait, vu que c'est les mycorhizes qu'on a déjà chez nous, qui sont en fait relevées et multipliées, quoi. Après, l'INRA a déjà des fichiers parce que ils travaillent pas que avec nous, ils travaillent déjà depuis quelques années avec d'autres organismes, des agriculteurs par exemple ou d'autres collectivités sur ce type d'intervention. Donc, ils peuvent déjà avoir des idées sur suivant quelle espèce, s'ils ont déjà travaillé dessus. Là, je pense qu'ils peuvent préconiser certaines mycorhizes. Nous, on n'a pas, ils nous ont pas préconisé de type de mycorhize. C'est vraiment celle qu'on a sur Alès. Ok, donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc je suppose qu'ils peuvent se tourner vers l'INRA si jamais ils ont des questions ou s'ils veulent faire des projets de mycorhisation. Il y a possibilité de se tourner vers l'INRA et ils répondront à vos questions. Alors je vais voir. Je pense qu'il n'y a plus de questions sur cette partie-là. Donc je vais en profiter pour conclure. Donc merci à tous. Vous avez été très nombreux à participer et à poser des questions. Donc on n'a pas pu y répondre. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais si vous voulez, on peut prendre soin un temps maintenant. Donc, si jamais vous voulez rester, mettez juste peut-être en commentaire je reste et puis on discute. Sinon, on y répondra par email. Et en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre participation. N'hésitez pas à répondre au sondage aussi. Et puis, on fera en sorte de vous recontacter, enfin en tout cas de vous redonner des dates de webinaire pour d'autres sujets qui vous intéressent. On va continuer on va dire, creuser un peu tous ces sujets-là, les sujets de l'arbre, les sujets de l'arbre en ville, des espaces verts, de l'inventaire, tout ça. Donc, on va pouvoir vous proposer d'autres types de contenus. En tout cas, merci. Merci pour vos échanges. On se dit la même chose, Nicolas Rampoux, merci. Et puis, on reste en contact et on vous enverra aussi le replay de la session par email. Enfin, on vous tiendra au courant de toutes les avancées. En tout cas, merci à tous. Donc, il y a Angélique Burel qui reste, avec plaisir, hein, Angélique, pour échanger avec vous. Donc, on va attendre que peut-être les personnes s'en aillent et on va continuer. Peut-être, est-ce que ce serait possible, Manon, tu penses, d'activer le micro? Tous ceux et celles qui sont inscrits au webinaire recevront, je pense, d'ici jeudi, le lien pour revoir le webinaire pour ceux qui étaient du coup absents ou absentes. Et normalement, tout le monde peut activer son micro si vous voulez poser les questions à l'oral. Mais peut-être, pour pas que ça soit trop chaotique, si vous avez des questions et envie d'échanger à l'oral, d'abord levez la main. Il y a un petit outil normalement sur Teams pour lever la main. Ah, alors on a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'il peut activer son micro? Oui, c'est Merveille. J'ai Merveille. posé la question tout à l'heure, justement parce que j'étais intéressé par les questions de rafraîchissement urbain. Alors, j'ai vu que vous aviez dit que vous
mesurer la température des végétaux pour avoir les rafraîchissements. Et ce que je voulais savoir, c'est à quel niveau ces capteurs étaient positionnés. Est-ce juste au niveau des surfaces ou à hauteur humaine, donc à peu près à 1 mètre, à 1,1 mètre du sol? Est-ce que c'est tout près de l'arbre? Est-ce que vous arrivez à mesurer la portée du rafraîchissement? Est-ce que c'est juste à côté de l'arbre ou un peu plus loin? Donc c'est un peu ces questions que je voulais savoir dans vos indicateurs de rafraîchissement. Oui, alors en fait, on a plusieurs sondes de température. On va avoir la sonde de température du sol qu'on va mettre au niveau de l'arbre, au niveau vraiment de ses racines. Donc lui, cette sonde-là va mesurer la température du sol. Et ensuite, on va mettre des capteurs de température et d'humidité de l'air qu'on va disposer tout autour d'un espace vert. En fait. Donc on va en mettre un au niveau de l'arbre, on va en mettre un au niveau de la pelouse. Et on va mesurer déjà l'impact de chaque cycle d'irrigation sur le rafraîchissement de l'air. Et on va en plus disposer d'autres capteurs sur des surfaces minéralisées pour voir la différence de température entre ces deux espaces. Et ça permet aux villes de pouvoir donner en période caniculaire, pendant les épisodes caniculaires, donner du rafraîchissement en poussant peut-être des fois aussi l'arrosage pour maximiser le rafraîchissement d'un espace. Donc, on a vraiment plusieurs types de capteurs de température, température du sol et température de l'air. Et juste pour préciser, les capteurs ne mesurent pas la température du végétal, hein. Ils mesurent la température de l'air et l'humidité relative de l'air. C'est-à-dire qu'on va les positionner entre 2,50 m et 3 mètres suivant les endroits et pour éviter le vandalisme, c'est le principal problème. Et ensuite, on va les positionner, comme l'a dit Livia, dans différents milieux, mais des fois, le capteur peut être sur un arbre, le capteur peut être sur un candélabre, le capteur peut être sur une grille, le capteur peut être à différents endroits sur un mur. Donc là, on va prendre en compte également son positionnement pour faire toute l'analyse postérieure avec les données. Ok. Et ces données, ils sont accessibles? Est-ce qu'on peut échanger dessus? Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce que vous avez fait des études derrière ou c'est juste des indicateurs qui sont affichés régulièrement? Alors, il y a les deux. On a des indicateurs. En fait, c'est des solutions qu'on déploie, nous, chez les collectivités. Donc, elles ont en continu des indicateurs sur leur application. Et on a également fait des études avec l'IRSTEA, donc, qui est maintenant l'INRAE, sur les impacts, en fait, et sur le rafraîchissement. C'était une place en expérimentation à Paris. Et ça, on a des résultats qu'on peut vous partager, enfin, sur lesquels on peut discuter en tout cas, quoi. Ok, merci. Je serais intéressé de voir et de discuter là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut échanger par email alors suite au mail que vous allez recevoir. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute. On a également Guy Costa qui a levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour, cette fois-ci en direct. Merci pour ces présentations. Ma question et mes remarques, elles sont plus liées déjà à la mycorhisation, sujet sur lequel moi j'avais un peu travaillé il y a quelques années lorsque j'étais en thèse. Mais pourquoi ne pas regarder, parce que la mycorhisation est assez compliquée à gérer d'une certaine façon, c'est écologiquement joli mais assez compliqué à gérer. Et il y a pas mal de travaux qui montrent qu'on peut quelque part contourner entre guillemets la mycorhisation au travers de l'utilisation d'un certain nombre de purins diverses et variés qui ont comme caractéristique d'aller activer la ramification racinaire en stimulant des facteurs de transcription qui sont quelque part impliqués dans le développement du réseau racinaire et le développement et la croissance des racines. Alors pourquoi la mycorhisation pose question, moi en ville, c'est, vous l'avez dit vous-même, il y a plein de réseaux souterrains sur lesquels on va intervenir d'une manière ou d'une autre à un moment donné, et faire attention aux racines, c'est déjà compliqué, faire attention aux mycorhizes, c'est impossible, enfin c'est partie perdue d'entrée de jeu, et du coup ça va être très compliqué de stabiliser des populations mycorhiziennes, et par rapport à la remarque que je mettais tout à l'heure, un arbre que vous allez planter qui va être assez jeune dans un premier temps, il va avoir un cortège de mycorhizes donné, et puis quand il va vieillir, il va avoir besoin d'un autre cortège mycorhizien.
Donc il va falloir quelque part être en capacité de l'alimenter avec ces variations de cortège, surtout que les introductions, les introductions exogènes naturelles de ces cortèges fongiques, bah, ça va être un peu compliqué à faire dans un milieu urbain, surtout dans des fosses. Alors, je ne sais pas comment vous allez gérer ce problème particulier. C'est pour ça que je peux poser la question de savoir si les purins peuvent être des alternatives à la stimulation du développement racinaire pour certaines plantes. Donc voilà, et puis le deuxième point, je suis responsable, vous l'avez compris, d'une licence professionnelle à Limoges, puisque vous avez j'ai vu l'une d'entre vous, ça doit être Livia, c'est ça, qui a fait une intervention, enfin en tout cas qui a un acteur avec lequel elle travaille sur Limoges. Mais la licence professionnelle que nous on traite, c'est une licence scientifique, puisque je suis en faculté des sciences, moi. Une licence scientifique qui a pour objectif justement de faire de l'aménagement arboré et forestier, entre autres en ville. Et du coup, les questions que vous posez, c'est des questions qui interpellent bien évidemment la communauté d'étudiants en termes de conception et de réflexion pour leur formation. Mais moi, je suis en train de me poser des questions sur peut-être l'intérêt également de la recherche sur certains aspects que moi, je n'avais pas imaginé initialement, puisque je suis plus en qualité du bois aujourd'hui qu'en croissance et résistance et résilience des arbres sur les environnements. Donc voilà, je suis assez intéressé par vous suivre d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que je ne suis pas très loin en termes de résonance de ce que... Enfin, vous n'êtes pas très loin de ce que moi je fais au niveau de ma formation. Et j'arrête. Merci beaucoup. Alors, moi, ma réponse sera très brève. Après, je laisserai peut-être Fanny vous répondre sur la partie mycorhisation. En tout cas, sur la partie formation, études, nous, on travaille beaucoup avec... on fait d'ailleurs en ce moment une thèse avec un doctorant et l'INRAE sur les ICU. Donc, on travaille beaucoup aussi sur la partie technologique avec d'autres formations, sur d'autres thèses. Donc, avec plaisir, peut-être pour échanger avec vous. Ce ne sera pas moi le contact, mais peut-être pour voilà, voir s'il y a des études qui peuvent être menées ensemble, ce serait avec plaisir. Donc, on peut rester en contact, en tout cas, à ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Du coup, Fanny, je te laisse, vas-y. Bah, pour répondre sur la question de la mycorhisation, donc là, c'est vraiment une première expérience. Après, on en fera sûrement d'autres par la suite. Après, déjà, on sait que normalement, une fois que la symbiose est faite, l'arbre garde dans ses cellules racinaires en fait, le germe du champignon. Donc, en fait, même si l'arbre est transplanté, change d'endroit, et la mycorhize peut sortir à tout moment des racines et reprendre sa symbiose avec l'arbre. Après, donc là, on est vraiment dans la question de la reprise de nos jeunes plants, la reprise racinaire. Après, pour le développement et le vieillissement de l'arbre, on n'en est pas encore là. Après, ça peut être peut-être une question plus tard, hein, une deuxième expérimentation. Mais après, pour les purins, donc, je sais qu'il y a des purins qui ne sont pas forcément autorisés, notamment à cause des nuisances. Donc, du coup, nous, on évite d'utiliser des purins en ville. Après, du coup, sur la reprise racinaire, on utilise aussi d'autres stimulants autres que des biostimulants autres que la mycorhisation qui sont aussi bien, mais on voudrait quand même voir si cette mycorhisation est vraiment à hauteur de ce qu'on entend parler sur ses effets. Donc, parce qu'apparemment, quand même, elle diminue du coup la consommation, elle diminue on va dire pas la consommation en eau, mais elle permet à l'arbre de trouver beaucoup plus les nutriments dont il a besoin, c'est sûr. Le stress. Donc, du coup, c'est pas seulement pour la reprise, oui, c'est d'abord pour la reprise racinaire, mais c'est aussi pour vraiment que le début de sa croissance sur les premières années soit vraiment optimal. On essaie de reproduire un peu ce qui se passe dans les forêts. Là, c'est vrai qu'en milieu urbain, on a beaucoup de problématiques
avec la pollution, les sols qui ne sont pas très fertiles, voire très, très, très neutres et enfin, très minéralisés. Mais voilà, là, c'est une première expérimentation là-dessus. Merci Fanny. On a aussi Angélique Burel qui a levé la main. Donc Angélique, je vous invite à activer votre micro. Bonjour à vous. Bonjour. Merci en tout cas pour votre webinaire, c'est très intéressant. Moi, je suis paysagiste, conceptrice, mais plutôt pour du particulier. Et là, je commence à être démarchée par pour des projets un petit peu plus gros, style bailleur social. Et j'aimerais proposer justement des aménagements qui soient cohérents. Je suis à Montpellier aussi, donc en termes de sécheresse, voilà, on se pose là. Et j'aimerais voilà, voir un petit peu ce que je pouvais proposer sur des projets plus petits. On n'est pas sur des villes entières. Voilà, voir un petit peu ce qu'on pouvait proposer sur, par exemple, un logement social qui ferait quelques hectares de terrain. Qu'est-ce que je peux proposer comme solution qui soit la plus adaptée, en fait? Parce qu'on n'est pas sur un gros projet, mais on n'est pas non plus sur un petit jardin particulier. Alors, en tout cas, pour les solutions Green Citizen, nous, on a ce type de projet-là. Donc, on va proposer quelque chose on va dire, à hauteur du déploiement, à hauteur de la construction. On peut proposer des solutions d'arrosage intelligent. On peut proposer, s'il y a des arbres, par exemple, on peut proposer faire un échantillonnage d'une sonde sur un arbre témoin. Donc, ce serait des petites quantités, mais qui sont aussi applicables pour des projets comme un petit peu logement social, bailleurs sociaux. Il n'y a pas de souci pour ça. Et un des gros intérêts aussi, c'est si vous avez de l'irrigation, les compteurs volumétriques connectés vont vous permettre d'éviter tout type de fuite. Déjà, il y a cette grosse partie-là où on le voit très souvent, il y a des fuites d'eau, on ne s'en rend pas forcément compte, alors qu'avec la solution de Green Citizen au niveau de cette comptabilité, de cette alerte-là, la personne qui va être en charge de la maintenance de l'espace vert va avoir cette information directement sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc, même avant le pilotage, on va dire qu'il y a toute cette partie-là qui, de mon point de vue, devrait être pratiquement obligatoire de partout, mais ça dépend vraiment. Et l'économie de l'eau, si c'est de l'irrigation, ou de l'arrosage avec de l'eau de ville, il y a un coût, et au niveau d'une collectivité, ça peut s'élever à très grosse somme en cas de fuite, très rapidement. Oui, bien sûr. Ça marche. Oui, donc c'est des solutions qui peuvent être appliquées, alors pas forcément chez le particulier, mais en tout cas pour tout type d'espace vert en ville ou jardin de copro, tout ça c'est possible, quoi. Je sais pas, Matt, toi c'est plutôt orienté arbre. Nous, pour la partie écothéca, voilà, c'est orienté arbre, c'est orienté collectivité et aussi paysagiste arboriste. Mais nous, on est en train de regarder aussi une version plutôt grand public pour pouvoir reconnaître le patrimoine arboré de son jardin. Et voilà, on se dit que ça peut être utile aussi de prendre soin des arbres privés. C'est une très grosse problématique en plus pour les collectivités de connaître ce patrimoine arboré privé qui joue un jeu important dans la biodiversité à l'échelle de la ville. J'espère que ça a pu répondre à la question. Oui, merci beaucoup. Mais justement, moi, j'ai vraiment envie d'intéresser justement mes clients particuliers à ce développement-là, en fait, à faire attention à l'arrosage, etc. Donc, ce serait vraiment intéressant de pouvoir le faire avec des outils qui soient vraiment performants et pas juste leur dire oui, c'est arroser avec juste un tuyau comme ça suffit pas, il y a d'autres manières de faire. Ce serait bien plus pédagogique, je pense, aussi pour eux, de voir vraiment ce qu'ils arrosent. Et on a quand même en France de grands jardins et même plein de petits. Donc, je pense que ce serait bien accueilli, en tout cas par les particuliers. Oui, et puis ils s'y intéressent aussi. On a beaucoup de demandes. Et on a de demandes justement des bailleurs sociaux aussi. Donc, ce n'est pas de très grands jardins, mais des immenses espaces verts. Mais en tout cas, il y a vraiment une demande de solutions déjà technologiques, on va dire, et qui peuvent apporter des bénéfices environnementaux. Donc, il y a de véritables enjeux et de véritables besoins maintenant de déployer ces stonolutions-là, quoi, oui. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Beaucoup, Angélique, merci. On a une dernière question de Jean-Marie Madelena. Donc, ce sera plutôt pour toi, Fanny. Question de Béotien.
Vu les enjeux liés au maintien des capacités de résilience du végétal, n'y a-t-il pas un risque de marchandisation du vivant et de brevetage des solutions de mycorhisation? Peut-être pour Marc aussi. Je pense que oui, c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus sur le marché des solutions de mycorhize un peu miracle où on a un sachet de mycorhize à ajouter du coup à notre terreau, à notre plante. Après, oui, c'est vrai que la symbiose entre la mycorhize et le végétal est beaucoup plus complexe. Donc, c'est pour ça que là, on teste, nous, sous forme de substrat qu'on va coller directement à la motte du jeune plant. Après, voilà, on n'est pas sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que ça reste expérimental. Et après, de toute façon, je pense qu'on est encore un peu tous novices sur ce domaine-là. C'est pour ça que beaucoup de gens recherchent sur les mycorhizes. Donc, on a encore pas mal de choses à apprendre. Après, je ne sais pas si Marc veut rajouter quelque chose. Non, je pense que vous avez tout dit. Hein. Enfin, ça a été, les mycorhizes, c'est très compliqué. On va mettre la charrue avant les bœufs. Il faut déjà faire des analyses de sol. C'est l'étape que vous avez citée, c'est que l'INRA, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus, ils ont fait des échantillons de sol de partout pour voir le type de mycorhizes qu'il y avait dans les sols. Ils ont découvert différents types de sols. Et ensuite, il faut les activer. C'est là toute la difficulté. On va dire un sachet de poudre, je ne vais pas dire de perlimpinpin, mais de mycorhize qu'on va acheter dans le commerce, on va le mettre dans notre terreau, il n'est pas forcément adapté et ça ne va pas prendre. Donc il faut faire très attention avec ça. Il faut parfois essayer de commencer par les bases, comprendre notre sol, est-ce qu'il y a tous les éléments, est-ce qu'il y a des éléments bloquants ou pas, est-ce que voilà, la mycorhize peut être très bien. Je pense que la démarche que fait la ville d'Alès de participer à une étude avec l'INRA, c'est louable et c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, acheter de la mycorhize et la mettre à un endroit en pensant que ça va accélérer ou favoriser le développement racinaire et de la plante que l'on a installée, c'est très très difficile. On l'a vu en agriculture, on le voit, il faut faire très attention. Hein. En truffière, par exemple, on installe beaucoup d'arbres mycorhizés et lorsqu'on a un rendement sur des arbres mycorhizés de 20%, c'est-à-dire qu'il y a 20% de truffes, d'arbres qui vont produire des truffes, on est très content. Si on ne les mycorhize pas, sur des sols qui sont corrects, on arrive à 15%. Donc le gain, il est vraiment très minime, il faut faire très attention. Il y a un gros travail à faire derrière avant de pouvoir dire que les mycorhizes, on va pouvoir acheter un sachet en grande surface ou chez un spécialiste et le mettre dans notre terreau et ça va fonctionner. La démarche de la ville d'Alès, pour moi, c'est un exemple à suivre. Super, merci. Alors, j'ai Angélique Burel alors, je ne sais pas si vous avez relevé la main. Oui. J'ai juste une petite question. Du coup, si on fait une analyse de sol, qui peut nous aider à voir les mycorhizes qu'il y a dedans? Enfin, vers qui on se tourne en fait? Vers quelle entreprise? Vers quelle... Si vous voulez, j'ai un contact sur Montpellier. C'est l'entreprise Mycea qui, eux, font le même système que ce qu'on fait avec l'INRA. D'accord. Donc, eux, je sais qu'ils ont un laboratoire où ils peuvent faire facilement des analyses et déterminer les mycorhizes qui sont présentes dans le sol. D'accord. Ok, ça marche. Je vous remercie. De rien. Je pense que c'est bon. On a répondu à quasiment toutes les questions. On fera un petit point après et on vous répondra de toute façon par email. On va vous libérer parce qu'il est déjà 12h40 et on a bien entamé le temps. On a un petit peu dépassé. Voilà, c'est le quart d'heure marseillais. Donc en tout cas, merci à tous. Merci d'être restés, de nous avoir écoutés, d'avoir participé aussi. Ça fait plaisir d'avoir des échanges aussi et de pas seulement faire de la présentation. On va juste vous remettre peut-être une dernière fois les sondages si vous voulez y répondre. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous arrivent après, de toute façon, on vous fera un email avec nos différents contacts. Comme ça, vous pouvez vous adresser
à Fanny, à Manon, à Marc ou à moi en fonction des questions que vous avez. Et puis si jamais voilà, vous ne savez pas, vous vous adressez à la personne que vous voulez et on vous redirigera de toute façon. En tout cas, merci. Et puis, on vous souhaite un bon appétit et on se dit à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Bonne journée.